Je vais vous parler de Thomas Hobbes, de John Locke, et les lier à l'imposture démocratique. Je parle d'imposture démocratique parce que le politique moderne repose sur un mensonge. Ce sont des forces occultes qui dirigent cette démocratie, fait croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. Venons-en à Hobbes, qui vit de 1588 à 1679, qui est un assez sinistre personnage. Je ne vais pas beaucoup parler de sa philosophie. Sur le plan philosophique, il est matérialiste. Pendant sa jeunesse, il aide Francis Bacon. Francis Bacon, qui est un Rose-Croix officiel et qui est chancelier d'Angleterre, il aide Francis Bacon à rédiger ses ouvrages. Et il est l'héritier en philosophie de Francis Bacon, qui est le premier matérialiste pseudo-scientifique. Or, je dis que Hobbes est un assez sinistre philosophe parce que son œuvre va permettre de justifier les crimes de Cromwell. Vous savez que Cromwell prend le pouvoir avec la révolution de 1648. Cromwell, lui, est un puritain, il est un calviniste, et il va devenir, après la révolution de 1648, le protecteur, on l'appelle le protecteur, de la République. C'est la première révolution républicaine qui était voulue et appelée par les Rose-Croix. Pour justifier la révolution de 1648, Thomas Hobbes va donc écrire son chef-d'œuvre, si on peut s'exprimer ainsi, qui s'appelle le Léviathan. Léviathan, c'est un des noms du diable. La théorie du Léviathan, il y aurait un état de nature dans lequel l'homme serait un loup pour l'homme. Ce que ne dit pas Hobbes, c'est que l'homme, c'est l'homme sans Dieu qui est un loup pour l'homme. N'est-ce pas ? Le christianisme a mis fin à cette horreur que peut être l'homme loup pour l'homme. Dans cette République, il n'y a aucune liberté. L'homme ne doit pas être libre parce que sa liberté va à l'encontre du bien commun. Pas de liberté politique, pas de liberté de propriété. Hobbes est un adversaire de la propriété privée et il demande déjà la collectivisation de la propriété, ce que feront les socialistes. Hobbes lui-même est un adepte de Lucifer. Il est proche des Rose-Croix, son Léviathan est un nom du diable et il précise dans le Léviathan que l'on doit purifier le sang. Purifier le sang, c'est un terme sacrificiel. Quand Cromwell meurt, on va avoir une restauration des Stuarts sur le trône d'Angleterre, et c'est Charles II Stuart, 1660. En fait, Charles II est un Stuart, mais il n'est pas catholique, et Charles II va créer la Royal Society, Royal Société, qui n'est pas une société simplement savante, mais qui était aussi à l'origine de la franc-maçonnerie. Pour faire partie de cette Royal Société, John Locke. Donc venons-en à John Locke, qui fait donc partie de la Royal Society. Alors, John Locke, évidemment, est jeune encore quand Charles II est sur le trône, donc il se rallie aux Stuarts. Mais il va les trahir. Il va les trahir quand Jacques II va devenir roi en 1685, et parce que Jacques II, lui, est catholique. C'est un vrai catholique, il s'est converti au catholicisme. D'ailleurs, il va régner très peu de temps, puisqu'il sera immédiatement renversé par la révolution, la fameuse révolution, n'est-ce pas, de 1688. Cette révolution financière et anticatholique, Locke va la justifier par ses œuvres. Il est formé dans une secte qui s'appelle les Remontrants. Et les Remontrants, ce sont des Rose-Croix, et ce sont aussi des Arminiens qui sont des ennemis acharnés du Christ. Et il va justifier cette révolution, alors qui est dite glorieuse, n'est-ce pas, par l'histoire officielle. Vous savez qu'il y a une déclaration des droits, n'est-ce pas, qui précède de 100 ans la fameuse déclaration des droits de l'homme. Et cette déclaration des droits va permettre l'exercice en Angleterre de toutes les religions, sauf une, évidemment, le catholicisme. Et les catholiques en Angleterre vont être spoliés de leurs biens, comme en Hollande, et Locke va être un collabo, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, du pouvoir protestant, pour justifier cette révolution et le libéralisme. L'essai le plus important dont je vais vous parler, c'est toujours 1690, c'est l'essai sur le gouvernement civil. Locke reprend cette notion d'état civil, donc calviniste et anticatholique. Lui va fonder cet état civil, son politique libérale, lui aussi sur l'état de nature, toujours un état de nature fictif. Alors il est très différent de celui de Thomas Hobbes, parce que pour lui, dans l'état de nature, l'homme est libre et égal. Donc on est là aussi à l'origine, évidemment, du mythe, n'est-ce pas, de l'égalité naturelle et de la liberté naturelle. Le grand apport, entre guillemets, de John Locke, c'est
de faire passer, n'est-ce pas, de théoriser le passage du politique, du sacré, puisque la monarchie de droit divin était fondée sur une religion, et là on arrive dans un politique qui va être considéré comme profane, c'est-à-dire qu'il va s'agir d'obtenir le consentement des individus. Ça sera évidemment soit par le mensonge, soit par la force. De Locke allait sortir le contrat social de Rousseau, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration d'indépendance américaine. Donc Locke va avoir une influence considérable sur le XVIIIe siècle, qui aboutit toujours à la Révolution de 1789. Et aujourd'hui, nous sommes soumis par une démocratie absolue de droits humains. Et quand j'entends de droits humains, c'est l'humanisme, n'est-ce pas, contre Dieu, droit de l'homme contre Dieu, donc droit de l'homme diabolique. Le monde moderne a été déchristianisé au nom des droits de l'homme, donc il est diabolique. C'est pour ça que nous devons continuer de résister.